48 heures après son retour du Liban, l'un des 3 otages français, le diplomate Marcel Carton, accorde en exclusivité à Antenne 2 sa première interview d'homme libre après plus de 3 années de détention. Élection présidentielle en Nouvelle-Calédonie, la situation est calme mais tendue. La journée de protestation des indépendantistes du FLNKS s'est déroulée sans incident. La carte d'identité du 21e siècle sera vocale, une version moderne du Sésame ouvre-toi, vous la découvrirez dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le grand vacarme de cette semaine, c'est le grand silence depuis 0 heure ce matin jusqu'à demain soir 20 h, heure à laquelle nous connaîtrons, vous connaîtrez le nom du nouveau président de la République. Les 2 candidats et leurs partisans se sont tus comme la loi les y oblige, mais les événements qu'ils ont déclenchés cette semaine continuent d'avoir des retombées. À commencer par la libération des 3 derniers otages français du Liban, Jean-Paul Kaufmann qui est parti chercher le repos dans sa région natale près de Bordeaux, Marcel Fontaine qui est retourné à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, très fatigué nerveusement, a confié son épouse. Enfin, Marcel Carton est parti lui se reposer en Suisse, dans sa famille. C'est là, en Suisse, qu'il a accordé en exclusivité à une équipe d'Antenne 2 sa première interview d'homme libre après plus de 3 années de détention. Marcel Carton raconte son angoisse quotidienne, ses perpétuels déplacements et les exigences des ravisseurs qui elles aussi changeaient constamment. Patricia Coste. Les raisons de nos geôliers variaient continuellement. Leurs revendications étaient continuellement modifiées. Une fois tout à fait au début, c'était l'histoire d'Anis Nakash. Ensuite, c'était l'histoire des 17 du Koweït. Ensuite, c'était le milliard d'Iran. Ensuite, c'était l'aide à l'Irak. Et c'était entièrement modifié. Et je me disais en moi-même que notre gouvernement devait être embêté, pas parce qu'il ne savait plus mais sur quel pied marcher. Et est-ce qu'il vous parlait du problème des musulmans, des chiites, de l'Iran, de l'imam Khomeini? Vous parliez de ça? Oui, il nous en parlait, n'est-ce pas, mais on les entendait suffisamment au point de vue enregistrement, mais qu'ils écoutaient, mais des enregistrements des cassettes et tout ça, mais il n'y avait que ça. Mais nos têtes étaient bourrées de discours des ulémas et de tout ça. Est-ce que vous avez subi, comme vos compagnons, des simulacres d'exécution? Mais Jean-Paul Kaufmann en a parlé, n'est-ce pas? Mais le grand simulacre, c'est passé avec Kaufmann et moi. Mais c'est passé avec Labib, mais qui est Kaufmann, et Habib, moi-même. Parce qu'ils nous donnaient des noms arabes, des prénoms arabes. Et comment ça s'est passé? Mais ça s'est passé, n'est-ce pas, avec les armes à côté, ligoter les mains et les pieds, nous mettre par terre, attendre une communication, mais qu'elle allait venir d'un moment à l'autre, et il devait y avoir une exécution. Et souvent, il vous plaçait le revolver sur la tête, et il s'amusait à charger le revolver et à tirer. Heureusement, mais qu'il n'y avait pas de munitions. Mais je me méfiais toujours de cela, parce qu'il peut y avoir une munition, une arme. Ils l'ont fait plusieurs fois? Ils l'ont fait plusieurs fois, oui. Et est-ce qu'on vous a aussi transporté, comme Jean-Paul Kaufmann, dans un cercueil pour vous transférer d'un endroit à un autre? À plusieurs reprises. C'était quelque chose de défarant, de terrible. Mais de quoi perdre complètement la vie. La raison? Mais passer des heures, 3 à 4 heures, mais dans des doubles fonds de camions, saucissonnés avec des scotch, comme des momies, ni plus ni moins, étouffant littéralement, ne pouvant pas respirer, nous ne voyons absolument rien, mais la tête complètement scotchée. Alors là, on étouffait littéralement. Ils vous l'ont fait plusieurs fois, ça? Ils nous l'ont fait plusieurs fois, et si le camion avait eu un accident, c'était une mort certaine, parce que le double fond était bouclé littéralement, donc personne n'aurait su, mais qu'il y avait quelqu'un en dessous. C'était terrible. Et vous étiez dans un cercueil? J'ai été une fois dans un cercueil moi-même, mais autrement, mais c'était dans des doubles fonds, avec une toute petite épaisseur. Je vous assure que c'était pas amusant. Et vous dites que vous aviez un bandeau sur les yeux tout le temps? Continuellement. Il nous était impossible, interdit formellement de regarder nos geôliers. Alors là, mais ce bandeau ne quittait pas. Alors dès qu'il quittait la chambre, on le levait, et ensuite on le remettait. Alors on le mettait jusqu'au du nez, alors il vous le baissait jusqu'en bas. Et tout ce qu'on faisait, comme marche, c'était 15 mètres, mais pour nous rendre aux toilettes le matin,
et passer 10 à 15 minutes aux toilettes pour nous laver et faire nos besoins. C'était tout ce qu'on faisait comme marche à 2 fois par jour. Alors vous voyez, mais ça, nous étions continuellement couchés avec les chaînes. Les chaînes toute la journée? Les chaînes toute la journée, à des moments, ils nous les enlevaient. À quel moment Alors, à la fin, ils nous les enlevaient le jour, parce que nous étions dans une oubliette, mais si vous voulez, un sous-sol, une sorte de caveau. Il n'y en avait jamais de fenêtre. On a eu une seule fois, dans une résidence, une fenêtre avec une sorte de persienne, et c'est la seule fois où on voyait un petit aperçu du ciel. On ne voyait pas le ciel, on ne voyait pas le soleil, on n'a jamais vu le soleil. Vous avez habité presque toute votre vie à Beyrouth. Oui, oui. Et est-ce que vous croyez que vous y retournerez un jour? Ça, c'est le problème, n'est-ce pas? Actuellement, je pense m'installer à Nice. Je garde mon appartement de Beyrouth. Et comme je travaille encore à l'ambassade, même j'ai à l'ambassade. À Beyrouth? À Beyrouth, oui. Puis je passerai quelques temps à Beyrouth et la plupart du temps à Nice. Et avec mes enfants. Mais qui ont eu la gentillesse de m'accueillir ici. Et vous voyez, mais dans ce charmant cadre. Avec leur gentillesse et leur... Pour en revenir à l'aspect politique de cette affaire, eh bien, les interrogations demeurent quant au prix payé, s'il y en a eu un, par la France pour récupérer ces otages. Le gouvernement déclare qu'aucune concession de quelque ordre que ce soit n'a été faite. La radio iranienne a fait aujourd'hui l'éloge de la politique réaliste du Premier ministre français, notamment en ce qui concerne le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Soyons réalistes nous-mêmes, les réponses à toutes ces questions ne viendront sans doute pas avant les semaines qui viennent, en tout cas pas avant lundi. Pour ce qui concerne l'opération de récupération des gendarmes otages en Nouvelle-Calédonie, il y a également question et polémique de la part des indépendantistes du FLNKS qui se demandent pourquoi tous les preneurs d'otages de la grotte ont été tués pendant l'assaut et qu'aucun d'entre eux n'a été simplement, je dirais, blessé. Pour l'instant, les seules explications sont celles données officiellement par le ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer, M. Ponce, et cet après-midi par le chef d'escadron Le Gorju, commandant du GIGN, qui a dirigé l'assaut. Le chef d'escadron Le Gorju est rentré en France en compagnie de 90 gendarmes, parmi lesquels les 23 otages libérés. Thierry Calmette. Retour en métropole. Le vol régulier Paris-Nouméa se pose à Roissy. André Giraud, le ministre de la Défense, attend les 90 militaires, membres du GIGN et parachutistes. Parmi eux, une dizaine de blessés touchés pendant l'assaut de la grotte d'Ouvéa et les gendarmes, ex-otages. Celui-ci tente d'évoquer pour nous le moment final de l'assaut. Vous êtes blessé où? Au genou. C'est quoi? C'est une balle? Ça s'est passé où? Devant les terroristes. Ils m'ont mis en écran face aux... Les militaires descendent lentement du Boeing 747, le visage grave, les traits tirés. Le ministre de la Défense félicite chacun d'eux personnellement. Les gendarmes ne parlent pas beaucoup, mais parfois un mot en dit plus long. C'est un peu la guerre là-bas. Oui, vous avez l'impression que c'était la guerre? Quelques minutes après, ce sont les retrouvailles avec les familles. Soulagement pour tous, quelques larmes perlent sur des visages. Le capitaine Le Gorju raconte, selon lui, les membres du commando du FLNKS n'étaient pas tous aussi déterminés. Ils n'étaient pas effectivement du même acabit que leur leader ou certains chefs à l'intérieur de ce groupe. Et il est évident qu'une petite partie d'entre eux nous ont un petit peu aidés. Comment vous expliquez le nombre très élevé de morts parmi les preneurs d'otages? Ça s'est passé comment? Ils ont tous été abattus en même temps? Absolument pas. Je dois reconnaître qu'on était confrontés, moi je le savais pour avoir vécu 3 jours avec eux, on était confrontés à de vrais combattants qui se sont battus jusqu'au bout, qui se sont défendus bec et ongles, l'arme à la main, et qui n'ont absolument pas voulu céder au cours des assauts. En famille, les militaires vont partir en permission. Il sera difficile d'oublier les 21 morts dans l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Sur place, en Nouvelle-Calédonie, la journée de deuil et de protestation des indépendantistes s'est déroulée dans le calme. Le défilé interdit dans Nouméa s'est transformé en meeting dans la rue et sur l'ensemble du territoire, eh bien, la situation est, disons, calme mais tendue. L'ensemble des forces de l'ordre a été mis en état d'alerte maximum. Claude Crespo.
Sous le drapeau kanak, 600 à 800 manifestants ont défilé, sans incident, une centaine de mètres seulement, car en face, les CRS ont pris position. Pas de manifestation politique à 24 heures du deuxième tour. L'ordre est venu du haut commandement. Parmi la foule, des membres des familles des victimes indépendantistes. Elles veulent savoir quand elles pourraient aller sur l'île d'Ouvéa pour récupérer le corps de leurs enfants. Une réunion de 6 heures qui s'achève par une minute de silence. Sur tous les visages, le recueillement. Le bureau politique du FLNKS a demandé à tous ses adhérents de se mobiliser demain, mais également après l'élection du nouveau président de la République. Et à l'heure où Bernard Ponce quitte le territoire pour laisser tous les pouvoirs au haut commissaire délégué du gouvernement, 2700 gendarmes ont été mobilisés pour assurer le déroulement de l'élection. Des représentants de l'État, comme ce fonctionnaire, sont chargés de transmettre par radio à Nouméa les taux de participation à différentes heures ainsi que le résultat final. Ils seront présents dans les 139 bureaux de vote. Leur transport, assuré par engin blindé, montre bien une certaine tension sur l'île. Outre les unités chargées de la surveillance des élections, le reste de la gendarmerie et les effectifs des autres armées ont été mis en alerte en Nouvelle-Calédonie. En France également, une manifestation de soutien au peuple kanak était organisée aujourd'hui à Paris, malgré l'interdiction officielle. 1 millier de personnes environ se sont rassemblées au métro Charonne. Manifestation également dans plusieurs villes de province, comme Grenoble, Lyon et Toulouse. Après la Nouvelle-Calédonie, le dernier événement en date de cette semaine folle, pourrons-nous dire, aura été le retour en métropole du capitaine Dominique Prieur, l'agent secret compromis dans l'affaire du Rainbow Warrior. La jeune femme attendant un enfant, le gouvernement français a décidé, malgré les protestations néo-zélandaises, de la rapatrier en France. Après avoir quitté hier soir l'atoll d'Ao dans le Pacifique, où elle était assignée à résidence pour 1 an encore, elle est arrivée la nuit dernière à l'aéroport militaire de Villacoublay, vous le voyez sur ces images, en compagnie de son mari. Villacoublay, où l'attendait sa famille et les plus hauts responsables du ministère de la Défense. L'élection présidentielle. Demain, demain à cette heure-ci, nous connaîtrons depuis quelques minutes déjà le nom du nouveau président de la République élu par les Français pour cette année. À 20 heures très précises, en effet, grâce aux estimations Bulle BVA pour Antenne 2, vous saurez qui de M. Mitterrand et de Jacques Chirac l'a emporté. Et pourtant, 20 heures, c'est l'heure de fermeture des derniers bureaux de vote dans les grandes villes comme Paris. Mais grâce aux méthodes scientifiques des 2 instituts de sondage qui travaillent pour la rédaction d'Antenne 2, vous connaîtrez à la virgule près le résultat final à 20 heures précises. Comment? Explication Véronique. Un bureau de vote, à 30 mètres, une enquêtrice, questionnaire au poing, urne à l'épaule. Elle choisit au hasard les gens qu'elle va soumettre à la question. Seul le nombre d'électeurs interrogés est défini à l'avance pour chaque bureau. Je réalise une étude pour la société Bulle BVA. Je vais vous demander de remplir ce questionnaire, c'est-à-dire de cocher les réponses à chaque question en rouge. Oui. C'est un questionnaire qui est strictement anonyme. Ensuite, vous le pliez, vous me le remettez dans l'urne que voici. Très bien. Voilà. Il y a 38 questions très précises, la plus importante étant bien sûr pour qui avez-vous voté. D'autres cherchent à situer politiquement le sondé, à connaître les raisons de son vote et aussi à savoir qui il est. Autant d'informations qui permettront à BVA de corriger les défauts de ces échantillons. Ces réponses sont ensuite transmises par téléphone au centre de traitement informatique de Bulle. Ça va nous permettre de suivre au fil de la journée, au fur et à mesure que nos enquêtrices nous téléphonent le résultat de leurs interviews, de suivre l'évolution du scrutin. Et puis comme vous le savez, il y a une deuxième opération qui est l'estimation, qui elle se fait non plus à partir d'interviews mais à partir de bulletins réels. On dépouille dans les 150 bureaux de notre échantillon les 200 premiers bulletins de vote émis. Et à l'aide de cette analyse de 200 bulletins par bureau, là on porte sur une base statistique beaucoup plus importante. En plus, on ne s'arrête pas à ces 200 premiers bulletins, mais on ira jusqu'à la totalité. Si on admet qu'il y a en moyenne à peu près 1000 électeurs par bureau de vote, quand l'opération estimation va être bouclée, on aura donc quelque chose comme 150 000 bulletins dépouillés. Donc là, on est sur une base très solide. Tellement solide qu'à 20 h dimanche, Antenne 2 vous donnera la première, le nom du nouveau président de la République. Il y a 15 jours, très exactement, lors du premier tour, c'est vers Antenne 2 que la majorité des téléspectateurs français s'est tournée pour suivre la soirée électorale. Vous étiez plus de 25 millions à regarder notre chaîne. Merci. Conséquence pour nous, il faudra encore faire mieux demain soir et nous nous y préparons. Véronique Saint-Olive. On se cale, on fait le générique. Demain, dès 19h50, Antenne 2 vous donne rendez-vous pour la soirée de l'élection présidentielle réalisée par Jean Cazenave.
Cet après-midi, dans le décor de Michel Milquan, répétition pour tout le monde. Bernard Rapp et Paul Amar qui animeront la soirée en compagnie des ténors de la vie politique. Claude Sérillon qui interrogera des personnalités de tous bords. Dès 20 h, grâce à l'estimation Bulle BVA, vous connaîtrez le nom du nouveau président de la République. Puis le sondage sorti des urnes donnera des indications pour l'après 8 mai. Nous n'allons pas seulement nous demander comment les électeurs ont voté et pourquoi, mais aussi ce qu'ils veulent pour la suite. Et ce qu'ils veulent pour la suite, c'est d'abord, est-ce qu'ils veulent une dissolution ou non de l'Assemblée nationale? Quel Premier ministre ils souhaitent, selon le candidat qui est élu président de la République? Quels sont les problèmes qu'ils veulent voir résoudre en priorité par le nouveau président élu? Nous demandons aux gens que nous interrogeons à la sortie des bureaux de vote s'ils préfèrent une majorité homogène, selon que c'est François Mitterrand ou Jacques Chirac qui est élu, une majorité homogène de gauche ou de droite, ou au contraire une majorité plus composite, plus mixte. Tout au long de la soirée, René Raymond et Alain Duhamel sur le plateau, nos envoyés spéciaux en direct de province, expliqueront, commenteront les résultats. Des résultats visualisés par le travail des équipes de Bernard Couot. Pierre-Henri Arnstam coordonnera cette soirée présidentielle. Rendez-vous demain, 19h50. À l'étranger, en Pologne, tout d'abord, la pression de la police s'accentue autour des chantiers navals de Gdansk, où des centaines d'ouvriers sont toujours retranchés en compagnie de Lech Walesa, qui, tout en regrettant que le mouvement ait été lancé trop tôt, selon lui, s'estime solidaire de ces grévistes des chantiers navals. À la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle, le chef de l'État, M. Mitterrand, a effectué une visite éclair à La Haye, où se tenait un congrès intitulé Europe 88. Jean-Michel Mercurol. La Haye, capitale de l'Europe. Le 7 mai 48, au sortir de la guerre, c'est là, dans cette même salle, que se réunissent les mouvements pour l'unité européenne sous la présidence de Winston Churchill. Dans la délégation française, avec Ramadier et Paul Reynaud, un certain Chaban-Delmas, un certain François Mitterrand. Aujourd'hui, La Haye, capitale de l'Europe, 40 ans après exactement, pour célébrer le chemin parcouru du traité de Rome à la communauté des 12. Parmi les chefs d'État conviés à cet anniversaire, hier le président de la République fédérale allemande, aujourd'hui le président de la République française. Devant l'anglais Jenkins, l'italien Andreotti, les français Maurice Faure, Jacques Delors et Simone Veil, François Mitterrand a plaidé pour l'Europe qui reste à édifier, son espace monétaire, son espace social, son unité politique, toutes choses dont les participants d'il y a 40 ans s'étaient déjà préoccupés dans le rappel final. Le pape Jean-Paul II est parti, lui, aujourd'hui pour son 9e voyage en Amérique latine, en commençant par l'Uruguay. Au terme de cette visite, eh bien, le souverain pontife se sera rendu dans tous les pays du continent sud-américain où l'Église catholique reste très solidement implantée et connaît même une certaine expansion. En Colombie, l'organisation terroriste qui se réclame de Fidel Castro et qui a enlevé 15 personnes, dont un membre de l'ambassade de France, commence à relâcher ses otages progressivement. Eh bien, 2 journalistes ont déjà été libérés, d'autres libérations pourraient suivre dans les jours qui viennent. Au Liban, dans la banlieue sud de la capitale Beyrouth, miliciens palestiniens pro-syriens d'un côté et pro-iraniens de l'autre ont accepté de conclure une trêve provisoire, alors que le nombre de morts et de blessés se compte déjà par dizaines. Par Palestiniens interposés, c'est bien sûr la prédominance de la Syrie et de l'Iran qui est en cause dans cette affaire. Philippe Lefebvre. Depuis 48 heures, par milice chiite, mais ennemis interposés, la Syrie et l'Iran déchirent à coups de roquettes et de mitrailleuses la banlieue sud de Beyrouth, où vivent 300 000 chiites et où sont encore enfermés 15 otages occidentaux. La milice Amal pro-syrienne cherche à prendre le contrôle de plusieurs secteurs de cette banlieue sous domination du Hezbollah pro-iranien. À l'heure qu'il est, le Hezbollah semble contenir les attaques des miliciens d'Amal dans un face-à-face vieux de 3 mois pour le contrôle de la communauté chiite de Beyrouth qui vient de dégénérer. Damas, avec son allié, semble désormais depuis 2 jours vouloir aller plus loin dans son contrôle de Beyrouth. Ce soir, le cheikh Vadlala, guide spirituel du Hezbollah, a demandé à ses partisans de cesser les combats. Des dizaines de civils continuent pourtant à fuir le secteur alors que les hôpitaux lancent des appels au don du sang. Le bilan actuel de ces combats entre milices rivales est de 56 morts et 111 blessés. Oui, à l'intérieur même des camps palestiniens de la banlieue de Beyrouth, eh bien, ce sont des Palestiniens, des miliciens palestiniens de la tendance Arafat qui se battent contre d'autres pro-syriens, partisans de Damas, à l'intérieur même des camps, donc un double combat à Beyrouth.
Retour en France, c'est presque un miracle ou plutôt une belle démonstration de sang-froid qui a permis aux passagers d'un avion de tourisme de se sortir pratiquement indemnes d'un accident qui a eu lieu hier au-dessus de l'aérodrome de Caen. Le pilote a eu un malaise et un moniteur qui se trouvait dans la tour de contrôle a guidé plus exactement une des passagères de l'appareil qui, sans rien connaître au pilotage, a réussi, tant bien que mal, à poser l'appareil, vous l'avez vu. Cette possibilité d'indisposition passagère d'un pilote est prise en compte par les aéroclubs qui désormais, depuis quelque temps déjà, donnent aux passagers des rudiments de pilotage qui pourront, un jour ou l'autre éventuellement, leur sauver la vie. Delphine de la Seine. Contrôle, avion en détresse, mon moniteur a eu un malaise, rappelez-moi. Catastrophe, fiction, mise au point pour ce stagiaire. Seul maître à bord, Olivier va devoir atterrir. Ce matin, il ignorait tout de l'altimètre et du badin. Exercice de survie, le pinch hitter, un terme emprunté au baseball qui signifie remplaçant, permet, quel que soit le passager, de relayer le pilote en cas de défaillance. Avec 4 heures de vol et 3 heures de théorie, un enfant de 12 ans peut seul, guidé par la tour de contrôle, poser un avion de tourisme. Lorsque l'élève a fait un stage pinch hitter, il sait lire des instruments sans les interpréter. Il restitue des chiffres. Ces chiffres, on les encaisse. On situe l'appareil. On ramène l'appareil sur le terrain jusqu'à ce qu'on l'ait en vue. À partir de ce moment-là, on pilote l'appareil par l'intermédiaire de l'élève. C'est-à-dire qu'on donne des instructions et lui restitue. On lui a appris à restituer. Il lâche le micro et il fait exactement ce qu'on lui dit de faire. Comme il n'a plus de panique, ça se passe bien et il pose l'avion. J'étais pas très fier de moi au départ. Et puis, avec la voix de Bernard, qu'il faut dire, est très rassurante, on se force à se concentrer et puis ça se passe bien. Ceci dit, au moment où on touche la piste, bonjour. Baptême de l'air éprouvant, cette technique américaine a déjà fait ses preuves. En France, la méthode existe depuis 12 ans. Elle en a séduit plus d'un. Sur 500 stagiaires, 30% ont passé leur brevet de pilote. En 2 mots, l'expérience que vous allez suivre tout de suite est faite par des chercheurs d'un institut d'Orsay dans la banlieue parisienne. C'est, je dirais en un seul mot, c'est la version moderne du Sésame, ouvre-toi. Valérie Fourniou. Il y a des portes difficiles à fermer, d'autres vraiment très simples à ouvrir. Certaines qui se veulent inviolables, et puis celles-ci qui s'ouvrent grâce à la voix. Introduisez votre carte, s'il vous plaît. Quel est votre code? Gaston Lagaffe. Accès autorisé. Un système infaillible, une voix est unique, son empreinte se matérialise sous la forme d'un spectre, un sonogramme. Eh bien, ce sonogramme se compose d'un certain nombre de sons. C'est une partition musicale, ça c'est de la gauche vers la droite. Et vous avez ici le G, ici le A, ici le S, le T, le ON, tous les sons qui composent le mot Gaston Lagaffe. Et plus tard, on mettra tout ça sur cette petite carte qui est ici, et ça permettra à chacun d'avoir une pièce d'identité vocale sur lui. Votre voix sera incorporée dans une carte à puce. La voix devient alors une clé, celle de la communication homme-machine. Il faut rendre intelligent la machine pour qu'elle puisse effectivement percevoir ou produire des sons ou des images. On s'y attache, c'est un problème qui est très difficile. On l'a peut-être sous-estimé au début, mais les gens travaillent d'arrache-pied pour arriver à établir une communication qui soit effectivement intelligente. Sésame, ouvre-toi, ce système n'est pas nouveau. Depuis de nombreuses années, cette porte, celle de l'Élysée, s'ouvre grâce aux voix des électeurs. On revient toujours au même sujet. Le sport maintenant, rugby, premier quart de finale du championnat de France cet après-midi. Toulon s'est qualifié aux dépens de Toulouse. Francis Maroto. Christian Covy, l'ouvreur de Toulon, presque inconscient, c'est l'image du début de rencontre de ce quart de finale Toulon-Toulouse. Brutalité, pas du tout, engagement plutôt. Covy, balle en main, s'infiltre, cadre son adversaire qui ne peut l'éviter. Covy sort, sonné, après 7 minutes de jeu. Coup dur pour Toulon, pense-t-on, et c'est le jeune Capitani qui entre en jeu. Ou plutôt, qui rentre dans le jeu. Résultat, Capitani passe 3 drops, à la 36e minute tout d'abord, et de 40 mètres. Puis, en seconde mi-temps, à la 64e minute, toujours d'aussi loin.
Enfin, à 9 minutes du coup de sifflet final, il clôture la marque 21-9 pour Toulon, qualifié. Alors, dans ce match de coups de pied, il y eut bien quelques claques et quelques gestes inadmissibles. Mais ce sont surtout les buteurs qui se sont montrés. 9 points de l'arrière toulousain Dupuis, 3 pénalités, c'est le capital de Toulouse en fin de match, insuffisant face aux 3 drops de Capitani donc, mais aussi aux 4 pénalités de l'arrière toulonnais Jérôme Bianchi. Dommage quand même que le jeu de main fut parfois un peu vilain. 4 jours de Dunkerque cycliste. Eh bien, ce matin, Charly Mottet avait remporté l'avant-dernière demi-étape. Le voici dans la course contre la montre, le Français Charly Mottet. Cet après-midi, la dernière demi-étape a été remportée par le Belge Likens, mais la victoire finale revient ce soir au Français Pascal Poisson, vainqueur de cette 34e édition des 4 jours de Dunkerque. Il y avait un tiercé cet après-midi. Voici les résultats qui s'affichent sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 7, le 14 et le 20. Ça rapporte 12 076 francs et dans un ordre différent, 2 116 francs 50. Le Quartet Plus lui rapporte énormément. Il fallait ajouter le 9 et ça rapporte dans l'ordre, oui, vous voyez bien écrit, ce chiffre de énorme qui n'a été touché que par 2 parieurs, m'a dit un spécialiste de notre maison. Et pourtant, le favori termine à la 3e place. Le favori, c'était le 20 qui a terminé à la 3e place. 2 joueurs seulement ont joué ce Quartet Plus. Voici maintenant les pronostics de Pierrette Bresse pour demain dans le prix des belles filles à Longchamp. Sur 2100 mètres, une course réservée aux juments. Il y a 17 partants. Pierrette étant absente, elle m'a confié ses favoris. Vous les voyez s'inscrire sur l'écran, le 13, le 10, le 9, le 4, le 3, le 11, le 12 et le 17. Je vous laisse quelques secondes pour les regarder attentivement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur notre chaîne. Ce soir, il y a Champs-Élysées, bien sûr, spécial cinéma, à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes. Philippe Gassot vous présentera le dernier journal aux alentours de 22h35 et tout de suite après la publicité, vous retrouverez Laurent Cabrol pour ses prévisions météo. Bonsoir, bonne soirée sur notre chaîne, à demain 13h.